tous, merci d'être là pour cette conférence autour de comment intégrer le monde de la gestion de patrimoine et du courtage. On a la chance d'accueillir ce soir 3 intervenants que je vais laisser se présenter chacun à leur tour. Ok, merci, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver à cette soirée organisée par Doc Finance avec 2 autres collègues, confrères. Voilà, on aura l'occasion de se présenter plus en détail. Moi, je m'appelle Eric Debèze. Ça fait un petit peu plus de 20 ans maintenant que je travaille dans le monde du courtage. Et depuis 3 ans, j'ai lancé une structure qui s'appelle Made in Courtage, madeincourtage.fr, qui est à la fois le premier média à destination des courtiers en crédit. Sur ce média, on parle de réglementation, on parle de nouvelles technologies, on parle de relations clients, etc. Et puis Made in Courtage, c'est aussi un réseau qui regroupe aujourd'hui plus de 140 agences sur le territoire, qui sont toutes des agences de courtage en crédit indépendantes et qui ont fait le choix de nous rejoindre pour qu'on les accompagne sur des sujets de conformité, de communication et de diversification. Bonjour à tous, Charles Berriot, donc je travaille pour le groupe Olifan, cabinet de gestion de patrimoine sur tout le territoire français. J'ai 39 ans, j'ai un parcours principalement financier. J'ai travaillé pendant 7 ans à la banque privée du Crédit Agricole. À la suite de cette expérience, je suis allé au Crédit du Nord en tant que gestionnaire de patrimoine. Et puis plus récemment en société de gestion d'actifs chez Trustim Finance où j'étais vraiment au cœur de la création des fonds. Et dernièrement, j'ai voulu retrouver mon activité première qui est de travailler avec des clients finalement. Et donc je suis retourné sur le groupe Olifan. Donc j'aurai l'occasion de vous expliquer un petit peu comment on travaille par la suite après cette présentation. Ok, merci. Bonjour, Jérôme Guillard. Donc, je suis directeur de territoire chez BNP Paribas. Donc, mon parcours en 2 mots, je suis rentré il y a 21 ans en tant que directeur d'agence, différentes expériences managériales. J'ai eu la chance d'être expatrié, mais pas très loin en Belgique, chez BNP Paribas Fortis, donc durant 2 ans et demi. Et quelque part, voilà, le groupe BNP Paribas, c'est, bon, vous le connaissez, c'est un acteur européen bancaire d'envergure internationale. Donc on est présent dans 68 pays, on est à peu près 193 000 collaborateurs et collaboratrices. Et plus spécialement en France, donc on a 3 pôles, le retail banking, donc ce qui est mon activité principale, puisque je pilote en fait l'activité commerciale, le risque et la conformité sur 17 agences. Mais il y a aussi évidemment IPS, dont Wealth Management et gestion de fortune. Donc nous travaillons aussi avec des CGPI, des indépendants qui distribuent des produits de notre filiale Cardiff, que peut-être vous connaissez. Nous travaillons aussi, bien sûr, avec Corporate, qui est plutôt le monde de l'entreprise. Mais nous travaillons aussi avec des courtiers, notamment au niveau de l'immobilier, pour les taux. Je ne sais pas si voilà, vous avez déjà dû en entendre parler sur la guerre des taux entre les différents acteurs bancaires. Donc voilà, donc on travaille. Voilà, donc moi je suis un généraliste ce soir, mais qui travaille avec évidemment différents spécialistes au sein de notre entreprise, mais notre groupe travaille aussi évidemment avec d'autres acteurs, en interne comme en externe. Voilà. Super, merci messieurs. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, donc on a plusieurs sous-thèmes au sein de la conférence et on laissera à la fin 15 minutes pour que vous puissiez poser librement vos questions. Donc voilà. Du coup, on va commencer par le sujet des différents acteurs au sein du secteur de la gestion de patrimoine. Donc ce que je vous propose, c'est que vous exprimiez tour à tour sur le thème des acteurs. Donc au niveau des acteurs, c'est assez simple en fait en gestion de patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métier en fait de gestionnaire de patrimoine, c'est un chef d'orchestre, ni plus ni moins. Vous avez finalement 3 pôles à retenir: une expertise juridique, une expertise fiscale et une expertise financière. Vous ne serez jamais notaire, vous ne serez jamais avocat, vous ne serez jamais expert financier si vous êtes gestionnaire de patrimoine. Je vous le souhaite, mais c'est complexe. Nous, en fait, notre métier, c'est d'être à l'affût, de comprendre, de s'informer et de pouvoir restituer et d'être surtout très alerte auprès de nos clients et pouvoir leur soumettre des solutions. Donc, si vous rejoignez la gestion de patrimoine, il faut que vous vous intéressiez à ces 3 matières. C'est primordial. Vous ne pouvez pas, finalement, abandonner une matière pour une autre. Chacune a son importance puisqu'elles sont interconnectées. On vous expliquera éventuellement en détail après comment ça fonctionne, mais chacune a vraiment du sens. Donc voilà, c'est un premier élément de réponse. Merci. Alors, moi, je prends ma casquette courtage, où effectivement, on est sur un métier de spécialiste, puisqu'on ne fait que du crédit.
Mais derrière ce terme crédit, on devrait dire crédit avec un S, parce qu'il y a évidemment différentes formes de crédit qui peuvent être distribuées par les courtiers. On pense principalement au courtage en crédit immobilier, qui représente, on va dire, le gros des effectifs dans le monde du courtage. Et puis, il y a aussi d'autres formes de crédit qu'on appelle intermédiaires, c'est-à-dire qui sont distribués par des intermédiaires en crédit que sont les courtiers, et notamment le crédit à destination des entreprises, le crédit professionnel, et aussi, dans une moindre mesure, le crédit consommation pour accompagner des projets, on va dire, sur des montants plus faibles. Un mot sur le marché, pour vous dire que c'est un marché qui est encore aujourd'hui assez éclaté, le marché du courtage en crédit. On a beaucoup de difficultés à avoir des chiffres officiels et réalistes sur le nombre d'intervenants dans notre métier, qui est un jeune métier, même si la première structure de courtage en crédit a fêté ses 50 ans l'année dernière. C'est un réseau que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous qui s'appelle CAFPI. Mais le métier n'est réellement réglementé que depuis une dizaine d'années, avec tout un corpus réglementaire en termes de conformité, bien sûr. Et on est en pleine réforme sur notre marché, avec l'introduction, donc ce qu'on a baptisé la réforme du courtage, qui va entrer en vigueur le 1er avril prochain, et qui va permettre de faire une véritable cartographie, justement, du nombre d'acteurs qui interviennent sur ce marché. Juste un dernier, je ne veux pas vous abreuver de chiffres ce soir, mais juste pour vous donner un petit peu la tendance aussi sur le paysage du courtage en crédit en France. C'est un métier, un univers qui est globalement composé en deux parts égales. Une première moitié d'intervenants sur le métier qui sont organisés sous forme de réseaux comme CAFPI que je citais tout à l'heure, ou des réseaux organisés en franchise. Meilleur taux, sans doute ça vous parle, vous financez, AB Courtage, etc. Et puis, à côté de cette première moitié organisée en réseau, il y a toute une myriade de courtiers indépendants, chacun faisant le même métier, mais parfois avec des petites différences. Si vous le souhaitez, je suis à votre disposition pour qu'on en parle en off tout à l'heure. Bon, je vais être assez rapide, je suis tout à fait d'accord sur les compétences techniques demandées. C'est la même chose chez BNP Paribas, bien entendu. Et je rajouterai un point, ce qu'on recherche vraiment chez nos collaborateurs et collaboratrices, c'est aussi l'intelligence émotionnelle. Parce que c'est bien d'avoir une tête bien faite, mais il faut savoir se mettre au niveau des clients ou des prospects. Donc on parle d'empathie, voilà, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans les livres et sur lesquelles on est extrêmement vigilant, notamment lors des entretiens. Voilà, c'est la bonne compréhension au-delà des besoins techniques. Qu'est-ce qui va se cacher derrière? Parce que souvent en gestion patrimoniale, il faut quand même créer un lien de confiance puissant avec son client. Je vais vous donner un exemple. Le simple fait de demander s'il a des enfants d'un autre lit, c'est une meilleure poli de savoir si il a des enfants avec différentes femmes ou une femme avec différents hommes, hein. Mais voilà, juste ça, c'est hyper important pour tout le reste. Et ils vous le disent pas tout de suite obligatoirement, et ils sont peut-être pas censés vous le dire quand ils sont tous les deux devant nous. Voilà, donc juste pour vous dire que voilà, cet aspect-là est très important aussi. Voilà, pour votre carrière plus tard, de toute façon, quelle qu'elle soit, à partir du moment où vous êtes dans le commercial, il est extrêmement important de bien déceler les fausses barbes, comme on dit, et surtout de bien comprendre, voilà, quel est l'objectif réel et premier des personnes que vous avez en face de vous. Je vais me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire. En effet, sur le métier, au-delà des compétences techniques qui sont évidemment finalement la base, l'intelligence émotionnelle, votre réactivité, votre facilité à comprendre en fait votre interlocuteur, à le comprendre émotionnellement, à le comprendre techniquement, c'est primordial. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier où on va vous livrer très rapidement, les familles vont vous livrer très rapidement leurs histoires, leurs problématiques, leur vision du monde. Ça ne sera pas forcément les vôtres, mais ça peut être passionnant. Moi, aujourd'hui, finalement, ce que je préfère dans le métier, au-delà des compétences techniques, c'est finalement ce rapport humain. Alors, on dit toujours qu'il y a un rapport humain dans le milieu commercial, mais là, il est sensible. Il est sensible parce que finalement, on parle d'argent, on parle d'histoire, on parle finalement de sujets qui peuvent être sensibles. Donc, voilà, c'est un point, effectivement, qui est vraiment très important. Et dans tous les recrutements que vous pourrez faire, surtout aujourd'hui, montrez aussi votre sensibilité, votre intelligence au regard des autres. Voilà. Merci beaucoup. Alors ça nous amène forcément à l'autre sujet qui est, selon vous, quelle formation pour intégrer le secteur? Est-ce qu'il y a une formation spécifique, des formations spécifiques? Si oui, lesquelles? Voilà. Alors peut-être avant qu'ils développent chacun pour leur spécialité, chez BNP Paribas, nous prenons tout type de profil aujourd'hui.
Alors il est vrai que si vous voulez intégrer la banque privée, Wealth Management, il faudra passer par évidemment des niveaux de diplôme, des Master 2 en gestion patrimoniale, en ingénierie financière évidemment, pour pouvoir être tout de suite opérationnel. Là où je veux insister, c'est plutôt sur la capacité à pouvoir évoluer dans une entreprise, changer de métier, mais réellement, vous pouvez tout faire sur une carrière ou même sur 10 ou 15 ans sans changer de groupe. Nous, on n'a pas de caisse régionale, on est sur un marché européen, donc à Domestic Market, on peut travailler à l'étranger. On peut travailler chez différentes filiales, revenir dans le retail, repartir dans le corporate, avec des postes réussis évidemment, puis une capacité d'adaptation bien sûr. Mais c'est voilà, c'est avéré aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est prouvé. C'est pas ce qui était vrai il y a 15 ans, je vous le dis. Mais depuis maintenant une bonne dizaine d'années, voilà, il y a possibilité d'évoluer. Donc, c'est d'apprendre en interne et d'être formé. Et dans une entreprise, c'est quand même hyper important d'avoir ça en tête. C'est d'être très bien formé et surtout avec une mise à jour de la formation. Parce que c'est important, parce qu'il y a des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui existeront demain. Donc, même pour moi, hein, j'ai aussi dû changer de métier, les façons de faire. Donc, c'est bien aussi d'être accompagné dans une structure qui vous permet de monter en compétences tout au long de votre carrière. Voilà. Très bien. Alors, pour parler du courtage, effectivement, je vous le rappelais tout à l'heure, c'est un métier qui est réglementé depuis une dizaine d'années. Et effectivement, il y a des conditions d'accès pour pouvoir exercer la profession, quel que soit le statut, que l'on soit salarié ou indépendant. Ces conditions d'accès, c'est au choix parmi 3 options. La première, et je pense que ça doit concerner plusieurs d'entre vous qui assistez à cette table ronde, c'est d'avoir à minima un diplôme de type licence dans les domaines de la banque, de la finance et de l'assurance. Donc une licence, un bac+3, voire complété, pourquoi pas, par un master, notamment gestion de patrimoine. Jérôme, tu l'évoquais il y a quelques instants, et avec Charles, on va sans doute en reparler après. Si on n'a pas cette formation initiale de type licence banque, finance, assurance, la deuxième voie d'accès au métier, c'est de l'expérience professionnelle. Et notamment, dans, là aussi, les métiers de la banque et de l'assurance, et on pense à des personnes qui ont eu un parcours bancaire des années passées. Et la troisième option, la troisième voie pour accéder à la profession, c'est une formation théorique de 150 heures si on n'a ni l'équivalence de diplôme, ni l'expérience professionnelle. 150 heures, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que, comme toute formation, ça permet d'avoir un vernis indispensable pour exercer n'importe quel métier. Mais rien ne remplacera évidemment tout l'accompagnement qui peut être fait quand on rentre dans le métier. Comme le disait Jérôme, ben voilà, on peut aussi évoluer et puis bien sûr apprendre beaucoup de la part de ses pairs, comme on dit. Et je voulais juste revenir, si vous le permettez, sur le terme que vous avez employé tous les deux sur l'intelligence émotionnelle tout à l'heure. C'est vrai que là, on parle un instant d'accès à la profession avec des conditions de diplôme, etc., etc. Et parfois, on nous pose aussi la question, est-ce que finalement, on peut rentrer dans le monde du courtage sans avoir eu auparavant un bagage financier, un parcours justement de type bancaire, etc., etc. Et là-dessus, j'ai envie de répondre oui, 1000 fois oui, à condition justement d'avoir cette intelligence émotionnelle. Et si vous me permettez d'utiliser une expression un petit peu plus triviale, mais en fait, dans notre métier, comme dans beaucoup d'autres, mais particulièrement dans le nôtre, le secret de la réussite, c'est tout simplement d'aimer les gens. C'est de s'intéresser à eux, se projeter avec eux, parce qu'on est là pour les accompagner sur des projets immobiliers, sur des projets professionnels, etc., etc. Et donc, les personnes qui réussissent dans notre profession, ce sont ces personnes qui ont véritablement ce sens de l'écoute, ce sens de l'empathie, et qui se projettent aux côtés de leurs clients. Et c'est vraiment une chose indispensable. Et pour terminer là-dessus, on avait rédigé il y a quelques semaines de cela un article pour Doc Finance que vous allez retrouver sur le portail de Doc Finance avec des exemples de reconversion professionnelle de gens qui n'étaient pas du tout issus du monde bancaire, assurantiel ou autre et qui se sont complètement épanouis dans notre univers métier parce que justement, ils avaient cette fibre d'empathie et d'intelligence émotionnelle. Alors pour compléter ce que disent mes deux confrères, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je ne vais pas vous embêter, hein, je vous rassure, mais pour répondre à la question de façon assez simple et pragmatique. Moi, j'ai commencé le métier, j'avais 1 an d'expérience chez meilleurtaux.com, donc du crédit immobilier. L'idée, en fait, quand vous commencez, c'est de prendre des portes des professionnels et des particuliers, puisque en fait, vous devez démarcher des professionnels.
Et cette expérience-là, finalement, m'a permis, DUT en poche, donc un DUT en gestion de patrimoine, une licence finalement, d'accéder à la banque privée. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, normalement il faut un bac plus 5, il faut un bagage, il faut une certaine école. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est que je nouais déjà beaucoup de contacts. Et finalement, à un moment donné, j'ai un DRH qui m'a contacté, il s'appelait Stéphane Deléry, et en fait, il a voulu me rencontrer. Et je lui ai dit, mais je suis pas diplômé, je suis pas armé pour la banque privée. Et finalement, j'ai fait un entretien qui a duré 1h30. Et en sortant de l'entretien, il m'a dit, écoutez Charles, quoi qu'il arrive, je vous trouverai quelque chose dans notre banque parce que je pense que vous pouvez apporter quelque chose. Vous n'avez pas les socles, vous n'avez pas le socle de connaissances nécessaires, mais je suis confiant, vous allez pouvoir les apprendre. J'aimerais bien que vous travailliez avec nous. Donc en fait, pour répondre à cette question du parcours, évidemment un Master 2, c'est vraiment très bien, mais ce n'est pas la voie nécessaire. Ce qui compte, c'est que vous ayez envie d'apprendre, vous le prouviez en entretien, vous soyez à l'écoute de votre interlocuteur, vous soyez aussi dans le respect de ce qu'il va vous proposer, de ne pas toujours montrer que vous savez plein de choses alors qu'en fait vous débutez dans le métier, être humble, et à partir de là, les portes vont s'ouvrir vraiment à vous. Ça, c'est vraiment une clé que je souhaite transmettre parce que c'est vraiment important. Alors je vais compléter quand même ce petit parcours par un dernier point. J'ai eu la chance d'avoir finalement un mentor, quelqu'un qui m'a ouvert la porte, entrouverte, mais le chemin, c'est vous qui allez le faire, ce n'est pas les autres personnes. Et pour ça, moi, j'ai décidé de reprendre mes études. J'avais 28 ans. Et je suis arrivé donc à un Master 2 à Panthéon-Assas, que j'ai obtenu. Je suis reparti finalement pas à zéro, mais à l'étage un peu plus bas. Et après, j'ai pu avoir mes postes gestionnaire de fortune, en société de gestion. Donc vous voyez, il n'y a pas un parcours typique. Ce qui compte, c'est votre volonté, votre vision, et il y a un objectif clair. Et à partir de là, quelles que soient finalement les péripéties que vous pourrez trouver, vous y arriverez. Voilà, et juste pour compléter, nous avons par exemple créé cette année un CFA, alors c'est pour les Bac plus 2, mais un CFA pour les contrats en alternance. Parce qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à recruter, faut le dire. Donc le marché de l'emploi est tendu pour diverses raisons. Le Covid est passé par là aussi, mais je pense qu'à un moment donné, on va revenir un peu à la raison et retrouver, je pense, une certaine normalité. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça aujourd'hui. Mais donc, on a créé un CFA qui permet donc de former nous-mêmes les alternants comme on l'entend. C'est-à-dire dans notre entreprise, donc on a déjà beaucoup d'alternants qui viennent de différentes structures. Donc là, on a créé une école. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, je pense que c'est la première pierre. Je pense que demain, on sera amené aussi à prendre des Bac plus 4, peut-être pour les fermer aussi en gestion de patrimoine. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et pour le petit clin d'œil, j'ai commencé... j'ai fait le SG à l'époque, il y a bien longtemps, à rue Saint-Ambroise, et c'était un peu la crise en 96. Enfin, en fait, c'était pour être chef de rayon, vendre des voitures, hein, c'est ce qu'on me proposait, je vous le dis. Et BNP Paribas avait refusé ma candidature. Ils embauchaient les jeunes que 6 mois après la campagne des jeunes diplômés. Bon, voilà, c'est la vie. Et donc, j'étais courtier, donc sans fixe, sans porte-à-porte. J'ai vendu de la prime périodique, ce que faisait pas le banquier, ce qui fait pas encore assez bien aujourd'hui d'ailleurs, hein, l'épargne programmée, puisque c'est le meilleur moyen de placer. Et j'ai commencé comme ça et j'ai fait ça 2 ans, et c'était juste pour me prouver que j'étais capable de vendre en 1h30 chez des personnes qui ne me connaissaient pas, et de vendre un contrat d'assurance vie, pour être clair. Et alors ça peut être mal vu, hein, mais je pense que c'est la meilleure école, en tout cas de vendre, puisque quand vous sortez de là, je peux vous assurer que quand vous êtes en entretien en face à face avec des clients dans un bureau, parce que ça aussi, c'est le grand saut pour certains quand ils sortent de l'école, où c'est pas évident d'être seul face à quelqu'un qu'on connaît pas et commencer à le découvrir. Parce que le plus difficile, c'est la découverte du client, hein, les questions ouvertes, on vous dit dans les livres. Bah allez-y, mais si la personne ne répond pas, voilà, ça devient vite gênant ou malaisant, comme vous dites, voilà. Et donc, il est vraiment important, je pense, d'avoir des expériences diverses et variées, mais en interaction avec l'autre. Comme ça, on peut se planter. Hein. J'ai pas les premières portes, hein, ça marchait pas. Voilà, et comme ça, vous comprenez bien les bonnes étapes. Et pour finir, voilà, vous avez bien compris qu'il fallait bien écouter celui qui était en face, ou le couple qui était en face de vous, savoir qui décidait, qui avait vraiment la main sur les décisions, etc., etc. Et ça n'a pas de prix. Et après, en effet, les compétences techniques. Bah, si vous voulez vous y mettre, parce que vous ne l'avez pas fait à 18 ou 20 ans, vous pouvez vous y mettre à 25 ou à 30. Ça, c'est le plus. Effectivement, pour compléter, vous aurez forcément, commercialement, à un moment donné dans votre carrière, ce qu'on appelle des échecs, mais il ne faut pas le prendre négativement. En fait, les échecs,
commerciaux, ça vous mène finalement, alors après avec de l'intelligence, du recul et du travail évidemment quand même, ça vous mène à la réussite finalement, parce qu'en fait vous allez savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et en plus ça sera personnalisé parce que ça sera votre histoire par rapport à vos clients. Et ça c'est important. Donc effectivement n'hésitez pas à multiplier des expériences diverses et variées, même si par exemple une banque privée, parce que voilà c'est Rothschild, parce que c'est BNP, vous dit non aujourd'hui, demain vous dira peut-être oui, parce que vous avez fait d'autres expériences. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus, c'est vraiment important. Et les recruteurs aujourd'hui cherchent ça aussi, c'est-à-dire des gens qui ont une histoire, qui ont une envie. Il y a voilà, ce bagage technique, on en a bien parlé, mais il y a ce que vous êtes vous finalement, c'est vraiment le plus important. Merci beaucoup. Donc d'après ce qu'on comprend, pour vous trois, vous êtes unanimes, il ne faut pas forcément un bagage financier pour entrer dans le secteur. C'est mieux, parce que ça permet d'être à l'aise techniquement et donc de se concentrer sur la personne qui est en face. Mais voilà, s'il faut faire ça, plus avoir des formations pour monter en compétences, il y a des sujets, enfin je pense que pour la gestion de patrimoine, bon, les clients ils vous voient pour la première fois, il faut savoir de quoi on parle quand même. Alors que dans le retail, s'ils viennent pour un après un consommation, une assurance auto, ouvrir un compte, avoir une carte bancaire, même s'ils se plantent un peu, c'est pas trop grave. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas trop gênant, on peut se faire la main. En gestion de patrimoine, quand on commence, ou chez un courtier, je viens voir un courtier, je veux faire un prêt immobilier, le montage, il doit connaître les montages, il doit savoir comment ça marche, parce que vous êtes un peu déçu, puis en plus vous le payez. Donc voilà, je pense que c'est un peu des deux. Soit on se met dans une structure qui peut nous accompagner et nous permettre d'évoluer au sein de l'entreprise, mais je pense que quand on se lance dans la gestion de patrimoine ou du courtage, il faut avoir quand même un minimum d'expérience technique, enfin d'expertise technique pour penser à être rentable, quoi. Enfin, voilà. Tout à fait, oui. Pour rebondir sur ce que tu dis, Jérôme, j'aime bien, quand on parle de notre métier, résumer une journée ou une semaine type d'un courtier. En fait, ça n'existe pas, une journée type, finalement, ou même une semaine type. Pourquoi ? Parce que le métier de courtier, c'est un métier avec 3 casquettes. Et parmi ces 3 casquettes, il y en a 2 qu'on peut acquérir au fil de l'eau, justement, avec de l'expérience, etc. Mais une qui ne s'apprend pas sur les bancs de l'école et qui doit vraiment être en soi. Ces 3 casquettes, c'est quoi ? C'est une première casquette qui est la casquette commerciale. C'est aller trouver des clients, c'est animer des réseaux d'apporteurs d'affaires, des prescripteurs. Hein, on pense aux gens de l'immobilier, bien sûr, etc. Et cette casquette, il faut l'avoir en soi. Et les 2 autres, la casquette technique, la technique de montage de dossier, bien sûr, ça ne s'improvise pas. Et Jérôme, tu le rappelais effectivement il y a quelques instants. Mais effectivement, on peut l'acquérir justement en étant accompagné dans les premières semaines ou même plutôt pendant les premiers mois de sa vie de courtier. Et la 3e casquette qui est tout aussi passionnante pour un courtier, c'est celle de négociateur. Vous avez trouvé le client, vous avez trouvé le plan de financement idéal pour accompagner et réaliser son projet. Et bien maintenant, il faut vendre ce projet auprès d'un partenaire bancaire, auprès de BNP Paribas, auprès peut-être d'un autre établissement. Et du coup, en permanence, on alterne entre cette casquette commerciale, cette casquette technique, cette casquette négociation. Et c'est quelque chose aussi qui est très enthousiasmant, évidemment, dans notre métier. Et encore une fois, qui se développe avec l'expérience. Alors pour compléter la question sur l'expertise financière nécessaire, et je parle pour la gestion de patrimoine, évidemment, c'est quand même bien que vous ayez quand même un vernis. Suivre les marchés, regarder quand même quelques médias d'information. C'est quand même bien de comprendre, parce que finalement les clients, ça leur fait peur, hein, les marchés financiers. Certains pensent que c'est le casino, d'autres vous font complètement confiance et s'y intéressent pas. C'est complètement variable. Alors je vais vous donner quand même un chiffre. En 80% des cas, les clients n'y comprennent rien. En termes d'expertise financière, ça fait quand même plusieurs années que je pratique, mais ils ont besoin qu'on leur explique des choses complexes de façon très simple. Ça sous-entend une chose évidente, c'est que vous, en tant que professionnel, futur professionnel pour certains, vous intéressiez à la matière. Donc, pour répondre à la question, elle est nuancée. Effectivement, c'est bien d'avoir un vernis, il n'est pas nécessaire. Certains vont avoir une appétence plus juridique, d'autres une appétence plus fiscale, par exemple. Mais voilà, à un moment donné, il faut quand même s'y coller, il faut essayer de s'y intéresser, mais vous ne serez pas forcément bloqué à l'entrée si vous n'avez pas cette expertise-là. Mais un conseil, travaillez là quand même.
Merci beaucoup à tous les trois. On peut parler maintenant des différents contrats possibles. Si vous pouvez nous donner votre avis, voilà, est-ce que pour vous, c'est plus facile d'être en CDI, d'être indépendant, mandataire? On peut aussi parler de la création de cabinet. Voilà. Bon, chez nous, chez BNP Paribas, évidemment, ce sont des CDI. Voilà, on aura 3000 CDI. On propose 3000 CDI en 2022 dans différents secteurs, donc en entreprise qui embauche. Une entreprise solide financièrement. Bon, vous avez peut-être vu ses résultats, donc voilà, en pleine évolution, en bonne expansion. Donc, mais chez nous, c'est exclusivement des CDI, mais il peut y avoir des CDD. Mais franchement, dans le commerce, c'est plutôt des CDI. On fait des VE, il y a beaucoup de stages aussi, évidemment. Mais voilà, il n'y a pas d'indépendant, de contrat, enfin, il n'y a pas d'auto-entrepreneur au sein de notre entreprise. Par contre, vous pouvez aller chez Fortis en Belgique, BNP Paribas Fortis, puisque là, j'avais découvert, il y avait des agences indépendantes. Même si ça se perd un peu, où là, vous étiez indépendant au sein de BNP Paribas Fortis. Vous aviez un cahier des charges et vous travaillez de manière indépendante. C'est vous qui embauchiez vos collaborateurs, qui déterminiez les salaires, etc., tout ce qui était RH. Voilà. Mais en France, dans la banque, ça n'existe pas. Que CDI. Mais tant mieux. Enfin, je pense, en tant que salarié, je parle, monsieur. Alors, au sein d'Olifan, actuellement, nous, on recherche deux types de profils. Effectivement, quelques alternants, voire stagiaires, mais surtout, finalement, des CDI. Là, c'est vraiment le cœur de cible. Pour vous donner une idée, le groupe Olifan, l'année dernière, c'était un peu plus de 100 collaborateurs. L'objectif à la fin de cette année, c'est 200 collaborateurs. Donc il y a une ambition qui est énorme sur le groupe. On est répartis sur toutes les régions de France. On a 6 expertises au sein d'Olifan. Une expertise financière, une expertise immobilière, une expertise juridique, une expertise aussi sur les personnes vulnérables. C'est un peu moins connu. Une expertise aussi à l'international pour ceux que ça peut intéresser. Et puis une expertise aussi, je crois que j'en ai oublié une. Fiscal, évidemment, le plus important. Donc, nous, ce qu'on recherche, voilà, c'est plutôt des profils qui veulent s'investir dans le temps, dans la durée. Les profils sont plutôt jeunes. Hein. Moi, j'ai 39 ans, mais globalement, le profil, c'est plutôt voilà, des consultants qui vont être aux alentours de 26, 27 ans et bien au-delà en fonction de l'expérience. C'est un groupe qui a beaucoup d'ambition, c'est ce que je vous ai déjà dit. Donc voilà, si vous voulez en parler de façon plus informelle, n'hésitez pas à venir me voir. Alors, côté courtage en crédit, ça recrute aussi énormément. Et d'ailleurs, encore une fois, si on regarde sur le portail DocFinance, vous allez voir qu'il y a des dizaines d'offres d'emploi concernant des postes d'intermédiaires bancaires, hein, qui est le terme officiel de notre profession. C'est un métier donc qui recrute beaucoup, mais majoritairement sur des profils indépendants. Alors, j'en vois certains d'entre vous dans l'Assemblée, vous êtes tout jeunes, et effectivement, on nous a souvent appris, quand on est petit, qu'il faut absolument décrocher son premier CDI, etc., etc. Bah oui, parce que c'est un côté rassurant, parce que, etc., etc. Or, effectivement, dans le courtage en crédit, c'est loin d'être le cas. Majoritairement, encore une fois, ce sont des profils d'indépendants qui sont recrutés, enfin, qui sont recherchés. Pourquoi cela ? On va se mettre du côté de l'employeur, entre guillemets, même si on n'emploie pas un indépendant, mais peu importe, excusez-moi le terme. On se met du côté de l'employeur, et effectivement, c'est bien plus facile et confortable pour lui d'avoir ce qu'on appelle de la charge variable, c'est-à-dire non pas d'avoir un salaire fixe, ou en tout cas des charges fixes liées au salaire qui tombent tous les mois, mais de faire appel à des indépendants qui vont être finalement payés à la commission. Ok, on le comprend tout à fait, d'autant plus que essentiellement, les structures de courtage en crédit sont de petites structures. La moyenne des agences en France, c'est entre 4 et 6 collaborateurs. D'accord ? Donc effectivement, surtout des indépendants. Mais néanmoins, il y a tout un ensemble de structures de courtage qui recrutent aussi des profils en CDI. On a nos amis de courtage CSC Invest là, qui sont au fond, qui font partie effectivement de ces réseaux de courtage en crédit, qui font le pari du recrutement en CDI. Je pense que il faut à chaque fois faire la part des choses quand on se met en quête de son prochain emploi ou d'une reconversion professionnelle. Il y a le côté rassurant du CDI, mais il y a le côté aussi de la liberté avec le statut d'indépendant. Et là-dessus, il n'y a pas de vérité absolue. Mais en tout cas, sachez-le, dans le courtage, c'est majoritairement, et quand je dis majoritairement, c'est peut-être 80 ou 85%
des postes à pourvoir qui sont sur un statut d'indépendant. Vous voulez ajouter quelque chose? Non? Non, vous voulez ajouter quelque chose, Charles, ou non? Non, simplement si peut-être sur la gestion de patrimoine, effectivement, il y a aussi des postes d'indépendants. C'est un choix, j'en connais, qui sont d'ailleurs présents dans la salle. C'est pas les mêmes objectifs. Après, voilà, c'est à vous de voir si vous souhaitez voilà, plutôt une carrière type salarié avec voilà, un certain revenu d'assuré, ou alors plutôt un métier d'indépendant où vous allez créer votre propre business de A à Z, hein, avec ses propres contraintes, mais aussi ses propres objectifs. C'est tout ce que j'ai ajouté. Merci beaucoup pour vos avis donc, sur ce sujet-là. Et pour clôturer un petit peu cette conférence, on voudrait avoir votre avis sur l'avenir du métier justement de consultant en gestion de patrimoine et en courtier. Bon là, chez BNP Paribas, on est en train d'innover là en termes de mode relationnel avec nos clients retail, c'est-à-dire que pour l'instant, bon, on a fait ce pari, c'est qu'aujourd'hui chez BNP Paribas, et d'ici le mois de mai, l'ensemble des agences de France, donc vous aurez deux types de conseillers dans les agences traditionnelles. Vous aurez les conseillers proximité, donc c'est un modèle relationnel qui allie l'autonomie et l'humain, c'est-à-dire le client, la grande majorité de nos clients qui ne souhaitent pas avoir un conseiller dédié. Ce qu'ils veulent, c'est juste quand tu poses une question, qu'ils aient la bonne réponse. Quand ils ont besoin, ils ont un sujet, un enjeu patrimonial, ça peut être un investissement immobilier, un prêt à la consommation, ils soient pris en charge de bout en bout. Voilà. Ça, c'est la grande majorité de nos clients. Et quand on arrive à faire ça, c'est déjà très très bien. Par contre, on a 10-15% de nos clients, et on l'a déjà testé sur des pilotes, qui souhaitent absolument avoir un conseiller dédié, qui ont des enjeux patrimoniaux forts, qui évoluent dans le temps, et qui ont besoin donc d'une relation profonde et durable avec leur conseiller ou leur conseillère. Donc c'est le modèle affinité qu'on est en train de créer, donc, qui permet d'avoir des avantages tarifaires, mais où la promesse relationnelle est différente, c'est la joignabilité par une compétence à forte valeur ajoutée et un suivi et l'engagement de se voir plusieurs fois par an. C'est une promesse relationnelle qui est déterminée avec le client en amont. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de lancer, qui va permettre évidemment de se démarquer de la concurrence, parce que ça permet aussi à des conseillers affinités, c'est les personnes évidemment qu'on va faire réellement monter en compétences, mais ça peut être les conseillers patrimoniaux de demain, dans la gestion de patrimoine. C'est à la limite entre la gestion de patrimoine et j'ai envie de dire la banque au quotidien. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on va aussi créer des mandats, comme on le fait déjà en gestion de fortune, des mandats dans le retail banking pour certains clients. Donc voilà, c'est typiquement le genre de poste qui permet de mettre un pied à l'étrier pour aller encore plus loin, si ça vous plaît, dans la gestion de patrimoine, au sein du retail. Donc c'est plus facile en termes d'accession plutôt que avant d'aller en gestion de fortune, parce que ça dépend des écoles que vous avez faites. Là, avec voilà, un Bac+4 aujourd'hui et de très bonnes connaissances techniques, on peut vous accompagner, et c'est les métiers voilà, qui existent, voilà, qui n'existaient pas il y a 2 ans. Et j'ai envie de dire que l'avenir de la banque du retail, ça paraît très simple, c'est l'autonomie pour les clients qui le souhaitent, avec des applications, des parcours clients, la signature électronique, etc. Donc ça, c'est hyper important, c'est pouvoir avoir des offres personnalisées qui vous correspondent. Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'IT. Donc c'est un sujet là, qui nous a coûté plus d'1 milliard d'euros sur le dernier plan stratégique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à pousser des offres qui sont réellement qui sont liées à vraiment à vos besoins. Si vous avez fait une simulation de prêt à la consommation, le lendemain vous êtes rappelé. Enfin voilà, ça paraît bête, mais ça se travaille. Et quel que soit le canal que vous utilisez. Donc moi, l'avenir, je le vois en tout cas dans le monde bancaire et gestion de patrimoine, mais dans le crédit, c'est de l'autonomie pour les clients qui le souhaitent. Voilà, la rapidité d'exécution et un accompagnement renforcé pour certains clients qui souhaitent, et donc qui vont le payer bien entendu, mais qui souhaitent voilà, une forte valeur ajoutée et avoir une relation durable avec son conseiller. Donc voilà un peu l'avenir tel qu'il est dans la banque aujourd'hui. Donc c'est pas obligatoirement un nombre d'agences qui explose, c'est plutôt être dans des endroits où le client est sûr d'avoir la bonne compétence et la bonne réactivité. Voilà. Alors, plusieurs points sur l'avenir du métier. Déjà, au sein d'Olifan, nous, ce qu'on va proposer et ce qu'on fait déjà, c'est vraiment apprendre à nos consultants
très rapidement, quand ils intègrent en fait notre groupe, très vulgairement, à tirer les fils. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous commencez votre carrière de commercial, on vous propose des formations pour vendre un produit parce qu'il est intéressant, peut-être pertinent pour votre client. Nous, on voit ça en vision 360 finalement. On se dit, on va voir un client pour lui faire une gestion financière. Aujourd'hui, les marchés, je pense que vous avez suivi pour certains, ont quand même bien corrigé, même si on partait d'un niveau quand même assez élevé. Donc il faut être en mesure de pouvoir proposer des solutions soit complémentaires, soit innovantes pour nos clients. Aujourd'hui, on parle beaucoup de private equity, par exemple, qui viennent finalement en support hein, sur l'investissement financier. Donc voilà, vous avez cette technique qu'on souhaite vous donner très rapidement quand vous rentrez dans le groupe, parce qu'on pense que il n'y a pas un produit à vendre en fait, c'est un client à comprendre avec des solutions à proposer. Et ça ne se fait pas forcément sur du one-shot, ça se fait dans la durée. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, mes confrères en ont parlé, la digitalisation. Pour vous, ça paraît évident. Le métier, je peux vous dire qu'il n'était pas forcément très digitalisé il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une digitalisation double sens. La première est évidente, c'est pour le client. Il veut son appli, il veut avoir une réponse rapide. Mais le conseiller aussi veut avoir de la digitalisation. Parce que c'est bien de se dire réactif, mais il faut aussi que vous ayez les outils. Et Olifan a investi énormément dans les outils IT, digitaux, pour pouvoir être en mesure de répondre. Il n'y a rien de pire que d'avoir un client en face de soi qui vous pose une question, vous avez la réponse, mais vous ne pouvez pas délivrer techniquement parce que l'IT ne suit pas. Ça paraît bête, mais ça peut faire toute la différence et c'est très sensible, notamment sur un sujet de prêt ou sur un sujet d'arbitrage. Un arbitrage financier, si vous n'êtes pas dans le timing, votre client va vous dire « mais attendez, vous avez mis 48 heures pour passer l'arbitrage ou 3 jours, et là les marchés ils ont repris, c'est pas pertinent. » C'est aussi bête que ça, mais vous voyez, ça fait toute la différence en termes de qualité. Voilà ce que je peux dire sur l'avenir. Après, il y a un point aussi, on vous parle beaucoup d'investissement socialement responsable. Soyez vigilants sur le terme, c'est la grande mode en ce moment. Tout le monde en parle. Creusez vraiment sur qui en fait, comment il le fait. Vous verrez que c'est pas toujours si vert qu'on veut bien vous le présenter. Donc voilà, ça c'est un sujet, si vous souhaitez en parler encore une fois après cette conférence, on pourra vous dire comment nous on le matérialise et comment on le propose dans la durée. Ce qui est très intéressant dans ce qu'ont raconté Jérôme et Charles, c'est effectivement cette accélération de la digitalisation des outils, de la relation client, etc. Et finalement, on va se mettre quelques mois en arrière. Souvenez-vous, on était en pleine crise sanitaire et c'est là où tout d'un coup, énormément de métiers ont découvert tous ces besoins en termes de digitalisation et notamment, plus particulièrement, de la relation client. Bah oui, puisqu'on ne pouvait plus voir personne, on ne pouvait plus forcément avoir autant de trafic qu'auparavant dans les agences, que ce soit les agences bancaires, dans les cabinets de gestion de patrimoine ou les cabinets de courtage. Et effectivement, il a fallu repenser tous ces outils. Et c'est ça aussi qui est absolument passionnant dans les 3 métiers qu'on représente ce soir, c'est qu'il y a encore énormément de choses à développer. Et ma conviction, en tout cas, pour ce qu'il s'agit du courtage en crédit, c'est que l'avenir sera, alors c'est un terme que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, sera phygital. Phygital, c'est quoi? C'est la contraction du mot physique et digital. Et c'est exactement ça qui nous attend. Et c'est même pas dans les années à venir, hein, c'est dans les semaines ou les mois à venir. Il faut être en mesure aujourd'hui d'accompagner son client, d'être disponible, d'être joignable au travers de solutions multicanales. Il y a bien sûr l'agence physique qui reste incontournable. On parle sur un projet crédit immobilier d'un engagement sur 20 ans, parfois plus, etc. Évidemment, il y a des acteurs qui travaillent 100% à distance, ils font très bien leur métier, mais ça ne correspond pas forcément aux attentes de tous les clients. Donc il faut allier l'agence physique avec effectivement des outils de communication, la possibilité de mettre à disposition de son client une application ou un outil, en tout cas un web service, de telle manière à ce qu'il puisse suivre l'évolution de son dossier, qu'il puisse disposer d'un coffre-fort numérique. Enfin bref, il y a énormément de sujets IT qui nous concernent, qui concernent nos 3 métiers. Et tout cela, bien sûr, au service du client. Merci beaucoup à tous les 3 de vous être exprimés sur tous ces sujets. Ce que je vous propose, c'est de maintenant poser vos questions à Eric, Charles et Jérôme, si vous en avez.
Je vous passe le micro et comme ça, vous pouvez échanger pendant les 15 minutes qui restent. Bonsoir à vous trois. J'ai cru comprendre que dans la gestion de patrimoine, il y a évidemment les produits financiers et toute la partie défiscalisation. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la certification AMF pour être gestionnaire de patrimoine? C'est obligatoire. C'est clairement obligatoire. Et je vous invite à la réaliser puisque en fait, ça va vous donner pour le coup un début de vernis financier. Et surtout que ça va vous pousser à pousser certaines portes, à réviser certains sujets. Donc oui, c'est en tout cas chez Olifant, c'est clairement recommandé. Alors, pour information, dans le retail, tout nouveau entrant, quel que soit son poste, doit passer l'AMF dans les 3 mois. Chaque année, on a une formation obligatoire de 7 heures sur l'immobilier, c'est obligatoire. Et en fonction du diplôme ou de l'expérience bancaire, pour tout ce qui est épargne financière, il y a, ça s'appelle la CAPA. Donc une formation, ça peut aller jusqu'à 50, 60 heures en fonction du parcours du jeune entrant. Et également au niveau de l'assurance, donc l'assurance des biens et des personnes, il y a aussi une formation complémentaire. Donc juste pour dire qu'en termes au niveau les régulateurs sont extrêmement vigilants maintenant sur les différentes professions. On ne fait plus n'importe quoi. Voilà. Donc, et c'est beaucoup de formations donc, chaque année. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, depuis quelques années, on a quand même un contexte assez particulier, que ce soit le Covid ou maintenant avec la crise en Ukraine, et notamment un contexte d'inflation assez fort. On s'attend à des forts taux d'inflation. Qui dit inflation dit protéger le pouvoir d'achat. Et c'est quand même l'un des rôles du conseiller en gestion de patrimoine, entre autres. Est-ce que vous pensez que ce contexte peut être dans une certaine mesure favorable au métier et tout simplement pousser les gens à investir? Alors l'inflation, je vais en choquer certains, mais pour notre métier aujourd'hui, c'est génial. Je vous dis pourquoi. Un fonds euro, ça rapporte, allez, je vais être très généreux, même allez, 1,50. Une inflation à 2,3, vous faites le calcul, vous êtes en rendement négatif. Alors facialement, vous allez voir toujours vos 100 000 euros sur votre compte, et si on regarde dans quelques années, vous avez perdu de l'argent. Alors c'est bien, vous êtes en sécurité, enfin là, c'est plus de la sécurité, là, c'est de la bêtise. Et là, on intervient. On intervient tout simplement en proposant des solutions. C'est là que votre métier est super sympa. C'est que là, par exemple, vous allez dire, tiens, allons sur des OPCVM, proposons de l'immobilier papier, de l'immobilier physique, proposons, j'en ai parlé tout à l'heure, du private equity. En fait, on va essayer toujours, dans ce métier, de se décorréler. En fait, vous êtes chef d'orchestre. Donc finalement, vous avez toutes les palettes. À vous d'avoir le talent de les ordonner pour votre client et n'oubliez jamais de façon personnalisée. Alors, je suis tout à fait d'accord. Merci. Mais après, vous étiez très jeune ou pas né, mais vous savez, on a eu des périodes d'inflation à 10-15%, c'était sous Raymond Barre, hein. Mais moi, j'étais petit. Hein. Mais à ce moment-là, si vous voulez, voilà, vous parlez d'inflation, endettez-vous. Endettez-vous. Bon, les taux remontent, hein, la fête est finie, et ça nous arrange en tant qu'organisme financier ou établissement bancaire, parce que ça nous coûte cher. Mais voilà, endettez-vous. L'inflation, voilà, si vous empruntez à 1,5 et que l'inflation elle est à 3, génial, vous ne paierez jamais les intérêts. Ben, voilà, il y a toujours quelque chose à faire, et le crédit est un levier dans la gestion de patrimoine. Donc, sincèrement, je suis tout à fait d'accord. Ouvrir un plan d'épargne logement aujourd'hui, un compte épargne logement, en gestion de patrimoine, d'abord essayer d'avoir 3-4 mois de salaire en trésorerie, donc livret A et épargne disponible, ça c'est le début, parce que c'est pour les aléas de la vie. On pourrait parler d'un contrat de prévoyance aussi, peu importe les marchés, ce qui se passe, la prévoyance est un acte de gestion de patrimonial. Donc la prévoyance, et si vous arrive quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est quelque chose de très important et qui n'est pas encore rentré dans la tête des Français, parce que la sécurité sociale c'est bien mais elle ne fait pas tout. Et puis après, voilà, les placements, vous diversifiez. Vous savez, moi, quand mes enfants sont nés, à chaque fois, j'ai pas ouvert un PEL, j'ai ouvert un contrat d'assurance vie. On m'a dit que c'est fou. Oui, avec de l'épargne programmée. Voilà, tous les mois. Un coup en bas, un coup en haut. Il y a eu la crise de l'Irak, on a eu la guerre en Yougoslavie. Vous savez, il s'en est passé des choses. Puis il va s'en passer encore demain. Mais sauf que le capital qu'ils ont perçu à 18 ans est bien supérieur que si je l'avais laissé sur un plan d'épargne logement. Et en plus, ils gardent une enveloppe fiscale. Voilà, quand ils ont 18 ans, qui date de 18 ans. Voilà, ce qui n'est pas la même chose que si vous l'ouvrez quand vous l'ouvrez à 25 ou à 30 ans.
Voilà, ouvrez des PEA aussi, mettez 15 € dessus. Voilà, vous avez le droit, même dans le foyer fiscal de vos parents aujourd'hui. Non, mais il y a plein de choses comme ça, et vous verrez. Voilà, c'est ça que vous allez voir se constituer des enveloppes. Et puis en fonction de ce qui se passe, vous irez sur l'une ou sur l'autre. Parce qu'on n'a pas parlé de la retraite non plus, mais c'est des vastes sujets, oui, mais ça se prépare maintenant. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Donc voilà, vous avez besoin de courtiers, de banquiers pour justement vous amener à avoir cette visibilité-là. C'est un métier qui est vraiment, enfin je parle pour la gestion de patrimoine, mais même de toute façon, que vous soyez banquier privé, que vous soyez dans le courtage, c'est un métier qui est très riche parce qu'en fait le panel de solutions est quand même très très vaste. On parlait de la prévoyance. En fait, c'est vrai que dans la tête des Français, on se dit ouais, faut que j'ai une cotisation, ça se trouve, il m'arrivera rien, je paye pour rien. Je vais vous donner un exemple qui est très percutant. Vous avez un chef d'entreprise qui a 100 salariés. Il se coupe les 2 mains, il ne peut plus travailler. Ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact sur toute sa société, sur le travail de ses salariés. Donc c'est clairement aussi important que la gestion financière, que le domaine fiscal, etc., etc. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand vous faites de la gestion de patrimoine. Ne faites pas d'impasse, parce qu'en fait chaque brique est vraiment importante et c'est fabuleux parce que finalement vous êtes passionné, vous allez chercher ces briques, vous allez les compléter. Vous n'aurez jamais tout d'un coup à 25 ans, vous ne saurez pas tout, même face à un client, mais c'est pas grave. Parce que si vous êtes animé par votre métier, vous êtes passionné, vous irez les chercher vous-même et ça se ressentira très aisément dans vos échanges. Merci pour votre question. Est-ce que je peux enchaîner éventuellement sur avec plaisir. Une autre ouverture? Bon, évidemment, on parle diversification. Alors la bourse, ces temps-ci, c'était un peu chaotique. On s'y attendait un peu aussi. Comment vous ressentez-vous en tant que professionnel dans le milieu l'arrivée, depuis quelques années maintenant, des crypto-monnaies? Est-ce que... Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et d'un point de vue diversification, est-ce que, oui ou non, vous pensez que ça a un certain intérêt? Bien sûr, répondre une petite poche. Hein. Alors, on ne s'est pas concerté, mais je pense qu'on... Je vais juste vous dire une chose. Si vous prenez la crypto-monnaie comme un actif financier, un réel actif financier, mais pas comme une monnaie, oui, à vos risques et périls. Après, je laisse continuer. Est-ce que vous savez combien il y a de crypto-monnaies sur le marché? Beaucoup. C'est-à-dire 3500. En fait, je vais répondre très simplement à votre question. Elle a effectivement du sens. C'est un actif, mais ce n'est pas un actif réglementé au sens bancaire, mais surtout au sens finalement de l'AMF et si vous voulez, et de la réglementation plus généralement. Donc c'est un actif qu'il faut regarder, mais qui est extrêmement risqué, qui est ce qu'on appelle très volatile. Aujourd'hui, il y a des solutions. En gestion de patrimoine, ce qu'on cherche, c'est pas à faire du 50%, à faire des coûts, vulgairement comme on pourrait le dire, c'est de pérenniser un patrimoine, le faire grandir en le diversifiant. Les crypto-monnaies, à un moment donné, je vais être très franc avec vous, il va falloir les regarder. Mais tant que ça ne sera pas réglementé, vous ne verrez pas un BNP Paribas, une Société Générale ou même un CGP vous les proposer. Ou alors, si on vous les propose, renseignez-vous sur la qualité de votre acteur. Oui, franchement, soyez extrêmement vigilant. Je sais, celui qui aura fait le coup, qui l'a acheté à 4000, elle est montée à 15, etc. J'entends, il aura fait son coup. Bon, il y en a d'autres, mais soyez vigilants. Sincèrement, sur ce genre d'actifs, voyez, dans ces cas-là, regardez le pays, c'est le Salvador, qui vient d'officialiser le Bitcoin et le dollar. C'est les 2 monnaies nationales. Attendons de voir. Bon, je ne préjuge pas de la qualité du président du Salvador, mais il a décidé pour son peuple que la baguette de pain, peut-être c'est pas la baguette de pain là-bas, mais on va dire ce que vous voulez, le poivron, ce que vous voulez, le prix puisse évoluer de plus 10 ou moins 10% dans la journée. Donc faites vos courses et dites-vous que quand vous faites vos courses, au moment où vous payez X, mais vous payez X plus 10 ou je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais il semblerait qu'il ait la main sur son peuple, donc ça devrait bien se passer, mais je pense surtout que pour eux, ça va mal se passer. Voilà. Par contre, pour votre curiosité, sachez qu'on travaille sur des e-monnaies au niveau un e-euro, etc. Ça, les banques, les États commencent à y travailler. Donc digitaliser la monnaie. Ça, par contre, c'est un sujet qui va être dont vous allez entendre parler bientôt, pour fluidifier encore, et notamment au niveau de la blockchain, puisque bon, les bitcoins c'est lié à la blockchain. La blockchain, tout le monde sait ce que c'est que la blockchain. Voilà, ça c'est par contre le process en tant que tel, lui a de l'avenir. Voyez. Parce que très sécurisé, justement. Et pour revenir sur les crypto-monnaies, évidemment, il faut les surveiller, mais vous avez dû voir par exemple Elon Musk qui fait juste une intervention.
Et finalement, vous avez une crypto qui explose à la hausse comme à la baisse. N'oubliez jamais quand même, il faut revenir aux fondamentaux. Moi, c'est ce qu'on m'a expliqué quand j'ai commencé ma carrière. Les fondamentaux, normalement, d'un actif financier, c'est son sous-jacent. Donc, il faut quand même que vous ayez quelque chose en face qui pèse, qui soit tangible. Aujourd'hui, c'est ce que les professionnels du secteur classique ont encore un peu de mal à appréhender, mais vous pouvez le surveiller. Voilà. On se ferme pas les yeux, mais on ne le proposera pas à nos clients. Je vais être très franc avec vous, j'ai beaucoup de clients qui m'en parlent, qui me posent des questions, qui me demandent des avis, qui me demandent des brokers pour être conseillés. Mais pour l'instant, voilà, au niveau réglementaire, sur le métier, on n'est pas encore force de proposition. Et surtout, ne faites pas un crédit pour acheter des crypto-monnaies. Voilà. CF 1929. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Peut-être sur les entreprises ? Vous voulez rejoindre le groupe Polyfan ? Non, plus de questions ? Ok, ben en tout cas, merci à tous les trois d'être intervenus. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Merci. Et puis, n'hésitez pas du coup à aller voir donc Eric, Charles ou Jérôme, donc qui seront présents dans le salon sur les stands. Donc, n'hésitez pas à aller leur parler.